Notre invité Benoît Hamon, bonjour. Bonjour. Candidat à la présidence de la République. Enfin, à la primaire de la gauche. Si elle a lieu d'ailleurs, cette primaire, parce que... On l'espère. Oui, vous l'espérez. Je vais y revenir. Oh là là, je vous sens... Non, mais je suis confiance, mais on l'espère au sens où oui, d'accord. Où il y a toujours des inconnus sur l'organisation. Ah bah il y en a, oui. J'espère que ce seront des primaires de toute la gauche d'ailleurs, mais on en parlera. On va en reparler. Alstom, que peut faire l'État, franchement? Vous seriez ministre de l'Industrie, ou Premier ministre, ou Président de la République. Mais n'importe quel ministre de l'Industrie ne peut pas découvrir ce qui se passe à Alstom. C'est la première chose. Quand on détient 20% au capital d'une entreprise, on a des représentants dans les instances de décision d'Alstom, et donc forcément les choix stratégiques et industriels qui sont réalisés par cette entreprise, l'État les connaissait. Donc on peut interroger aujourd'hui la responsabilité de l'État sur le fait qu'il n'ait pas anticipé une annonce. L'État, c'était qui? Emmanuel Macron, c'est le gouvernement, le Premier ministre, ce sont les représentants de l'État au Conseil d'administration, c'est l'agence des participations de l'État. Bref, ce sont les acteurs qui aujourd'hui représentent l'intérêt général, le gouvernement et ses représentants, et qui, s'ils ont été dans l'ignorance des choix qui ont été faits, montrent une belle incompétence, ou alors les connaissaient mais n'ont pas anticipé. Moi, ce que je crois, c'est qu'il y a une double responsabilité de l'État aujourd'hui. C'est quelle est sa responsabilité comme actionnaire principal? Que dit-il sur les choix qui sont faits aujourd'hui par Alstom? Et quelle est sa responsabilité comme acheteur? Parce qu'à travers la SNCF, il peut aussi décider de se fournir en motrice du côté de chez Alstom plutôt que du côté de l'Allemagne. Non mais oui, Vossloh. Non mais pardon. Ce matin, je recevais Louis Gallois qui nous disait on va pas maintenant faire pression sur la SNCF pour accélérer les commandes pour sauver Alstom, qui va payer nous. Mais vous avez raison. Il a parfaitement raison. Donc l'État doit aider la SNCF. Ce que je veux dire, c'est que nous nous retrouvons dans la situation où, par défaut d'anticipation, parce qu'on est aujourd'hui dans une situation où l'État, quand il participe à l'administration d'un grand groupe comme celui-là, n'exerce pas finalement ses prérogatives, nous nous retrouvons dans la situation de jouer les pompiers. Et les pompiers, c'est effectivement de faire pression sur la SNCF pour qu'elle achète des motrices à Alstom et qu'on maintienne le site de Belfort. Donc ça n'est pas satisfaisant. Mais là encore, je veux redire simplement, c'est la chronique de l'impuissance volontaire. On monte au capital d'Alstom avec une stratégie d'alliance qui est mobilisée General Electric. Bref, on décide de monter au capital. On se retrouve dans cette situation où, en dépit du fait qu'on soit monté au capital d'Alstom, on découvre. D'ailleurs, au passage, ça n'est pas sérieux de dire qu'on découvre, parce que si évidemment les cabinets étaient au courant, évidemment les ministères étaient au courant. L'exercice du pouvoir n'a pas été sérieux, c'est ce que vous dites. C'est de la chronique de l'impuissance volontaire. On décide de déléguer le pouvoir à d'autres, et après, quand arrivent les malheurs, on fait branle-bas de combat, réunion de crise, etc., etc. Bah, je le regrette, mais c'est quand même assez incroyable qu'on dise pas les choses aussi simplement que ça. Quand on est actionnaire principal d'Alstom, on ne peut pas feindre de découvrir qu'on va fermer le site de Belfort. Ce qui se passe chez Alstom, c'est la sidérurgie. On revient un peu à ce qu'on avait vécu avec la sidérurgie. C'est la filière éolienne qui a été confiée à Areva et Alstom et aujourd'hui revendue. Avec le parc éolien décidément, mais quoi, on a de mauvais politiques, de mauvais patrons? On a quoi dans ce pays? Il serait bon d'interroger des fois la responsabilité des chefs d'entreprise sur les choix industriels qui sont faits. On peut pas mettre tout sur les épaules du ministère de l'économie. C'est pour ça que je vous pose la question. Il y a un certain nombre de grands patrons qui font des choix industriels et qui Est-ce qu'ils doivent être sanctionnés s'ils font de mauvais choix ou s'ils sanctionnés d'une manière ou d'une autre. En tout cas, il faut s'en séparer quand ils sont mauvais. Et il n'y a pas que des génies. À coup de millions oui, à coup de golden parachute et de bonus. Bah oui, c'est l'avantage, c'est que qui perd gagne chez les champions de l'industrie. Même quand votre entreprise se casse la figure, vous partez avec un solide pactole. Donc ça aussi, il faudrait le changer. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que on voit bien qu'on est au milieu du gué dans les choix qui sont faits, les choix stratégiques et industriels du gouvernement. C'est que on n'ose pas aller au bout en termes de prise de participation, on n'exerce pas nos prérogatives et à la fin, on doit subir des choix qui sont des choix industriels qui conduisent à préférer délocaliser, se séparer d'unités de production pour des logiques de compétitivité parfaitement respectables dans la mondialisation, mais il n'est pas possible qu'on soit au capital d'une entreprise sans être au courant d'une décision aussi grave que celle de supprimer plus de... Donc irresponsabilité, c'est de l'irresponsabilité. Je vous le dis, la chronique de l'impuissance volontaire. On a choisi... Oui, voilà, on a choisi effectivement irresponsable. Voilà, sauf qu'aujourd'hui, on est appelé à éteindre le feu. Donc, gouvernement irresponsable. Mais c'est des formules. Non, mais ce sont des formules. C'est pas des formules, Benoît. Engagez-vous. Parce qu'on vous reproche de vous... Non, rien du tout. Pas à moi, pas de pas m'engager en tout cas. Mais je vous dis, dans le sens où ce sont des formules,
formule. C'est que le but, c'est pas de dire le gouvernement est irresponsable, c'est que généralement les élites politiques vis-à-vis de ces questions sont irresponsables. Dans une forme d'irresponsabilité. Oui, dans l'irresponsabilité dès lors qu'elles considèrent que, voilà, aujourd'hui, ces grands patrons prennent des décisions et il nous revient, nous, de poser les pansements, d'essayer de colmater les brèches. Fondamentalement, le rôle de l'État, il n'est pas de colmater les brèches, il est d'être anticipateur et stratège. Alors, il ne l'a pas été sur cette décision. Alors, avant de revenir sur ce que vous proposez comme candidat à la présidentielle, en gros, je vous pose une question directe. Quel est le meilleur candidat à gauche? Il y a déjà 20 prétendants. Oh, 20, vous exagérez quand même. Non, si. Non. Ben, j'ai vu, mais 20. Non, mais il n'y en aura pas 20 à la fin. Entre Écologie Les Verts, le Parti Socialiste, et encore, il y en a un qui sait pas. Il y a des modes de sélection. Il y en a un qui sait pas... Qui? Il y en a quelques-uns qui... Il y en a un... Je sais pas, écoutez-moi, les autres, je m'intéresse à ce qu'ils disent. Non, si. Ah non, le meilleur, c'est Macron. Très respectueux. Apparemment, dans à les droite, sondages. le meilleur candidat de gauche à droite, c'est Macron. Ah bon? Je sais pas faut regarder comme moi les intentions de vote, il a plus de voix à droite qu'à gauche. Donc, pour vous, c'est pas un candidat de gauche, Macron. Mais s'il se dit de gauche, je vais pas lui dire, moi, la vraie gauche, la gauche chimiquement pure, c'est ça, ça et ça et ça. Ça n'est pas ma gauche, ça n'est pas la conception que j'ai ni du développement économique, ni de l'intérêt général, mais vous pourriez voter pour lui? Écoutez, on en reparlera. Si vous voulez bien, moi je suis pas là-dedans. François Hollande, dites-moi. François Hollande, qui est un candidat non déclaré. Pour vous, mais il est président sortant. C'est normal, c'est naturel qu'il soit candidat. Écoutez, c'est naturel selon lui, mais si c'était si naturel que ça, il serait pas obligé de passer par des primaires. C'est la première fois sous les institutions de la Ve République qu'un président sortant... Il est obligé de passer il n'est pas par obligé, la mais s'il veut se relégitimer, il faut qu'il y passe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà, je veux le dire que cette hypothèse était jugée impossible il y a quelques mois, elle est devenue aujourd'hui tout à fait plausible. S'il est obligé de le faire, moi je m'en réjouis, parce qu'on a besoin quand même de se dire deux, trois choses. De se dire deux, trois choses sur pourquoi a-t-on... Vous avez envie de l'affronter à la primaire? Oui, mais l'affronter dans le débat politique, de lui poser des questions, c'est simplement. Pourquoi avoir sur les questions économiques fustigé le bilan de Nicolas Sarkozy et s'être mis dans ses pas en matière de politique économique, aussi bien sur la réduction des déficits que sur la loi travail? Vous les renvoyez dos à dos? Ah, sur la loi travail, oui. Sur la loi travail, la vérité c'est que tous les députés de droite, s'ils avaient pu voter cette loi, elle est passée par 49.3, l'auraient voté si elle avait été déposée par un gouvernement de droite. Elle reprend des principes qui sont ceux que défendait Nicolas Sarkozy auparavant. Leur idée est simple, c'est que pour qu'il y ait moins de chômeurs, il faut que ceux qui travaillent aient moins de droits et qu'on puisse plus facilement licencier, plus facilement faire des heures supplémentaires, les payer moins. Vous vous rendez compte que c'est sous un gouvernement de gauche, socialiste, en socialiste il y a une promesse sociale, qu'on autorise et qu'on facilite des accords d'entreprise qui baissent le tarif des heures supplémentaires. Mais baisser le tarif des heures supplémentaires, c'est quoi? C'est baisser le salaire des gens. C'est baisser le salaire des travailleurs. Ça veut dire que les heures supplémentaires étaient défiscalisées. Oui, mais ce qui est... Sous Nicolas Sarkozy. On l'a remis en cause et maintenant, et non vous seulement regrettez de l'avoir remis en cause, c'était une erreur? Non, je pense que la logique était bonne, c'était de dire qu'il fallait qu'on arrête d'encourager les heures supplémentaires si on voulait faire de l'emploi. Mais là, non seulement il n'y a plus le bénéfice de la défiscalisation pour le salarié et pour l'entreprise, mais en plus, on va avoir désormais une heure sup qui ne sera plus facturée à 25%, mais à 10%. Ce que je veux simplement dire, c'est que ce qui est frappant là-dedans, dans cette loi travail, et je crois emblématique de la fin de ce quinquennat, c'est que non seulement il n'y a pas la promesse sociale, puisqu'on va baisser le tarif des heures supplémentaires, mais on a été obligé de passer par 49.3, c'est-à-dire par une forme de déni de démocratie. Et tout ça, ça finit par aboutir à quoi? À ce que des millions de Français se sentent invisibles. Invisibles parce qu'ils demandaient quoi? Que quand ils travaillent, ils puissent être correctement payés pour le boulot qu'ils font. Et qu'aujourd'hui, on va moins bien les payer pour le boulot qu'ils font. Et ça, ils l'ont dit dans les manifestations, tous les sondages que vous voulez, les pétitions. Et ils n'ont pas été entendus. Il y a une très jolie phrase d'espagnol que j'avais entendue qui disait « Tenemos voto, nous avons le droit de vote, pero no tenemos voz ». Nous n'avons pas de voix. C'est-à-dire qu'on a beau voter, c'est comme si ceux vers qui on se tournait étaient sourds, aveugles à ce qu'on dit. On n'a pas de voix. No tenemos voz. Et je trouve que c'est la caractéristique de la vie politique française aujourd'hui. Des salariés expriment des demandes sur leur logement, sur leurs conditions de vie. Des salariés femmes disent « je veux mieux concilier ma vie personnelle, pouvoir avoir des modes de garde adaptés à mon boulot, à mes horaires que je subis parce que je n'ai pas le choix ». Ils l'expriment, mais il se passe rien. Rien. Ils sont invisibles. Alors François Hollande dit « Je suis là, j'existe toujours, j'ai un certain talent, je commence à présenter mon offre politique pour la présidentielle, je résume, moi ou le chaos ». Ça, c'est ce que... C'est fictif, mais c'est un peu ce qu'il dit. Je peux reprendre ce que vous venez de dire juste un instant? C'est formidable la Ve République. Hein. Je suis là, j'existe toujours. Bah oui, les présidents. Avec un J majuscule. Excusez-moi, mais tous les 5 ans, on a
belle palette de candidats providentiels qui vous disent « je suis la solution ». C'est ce que vous dites aussi, moi je considère aujourd'hui qu'il y a dans l'intelligence collective et les formes de démocratie qu'on peut mettre en œuvre, de délibération collective, beaucoup plus d'intelligence qu'en une seule personne. J'observe que tous ces hommes et femmes providentiels, en l'occurrence que des hommes pour la présidence de la République, se succèdent, mais que le chômage augmente, que les inégalités ne baissent pas, pire, que la pauvreté aujourd'hui augmente et que elle gangrène le pays. Donc on a des hommes providentiels qui singent la puissance lors de toutes les élections présidentielles, et après, une fois élus, vous expliquent qu'il y a toute une série de contraintes qui les empêchent d'agir. Moi, je vais vous dire, je participerai pas à ce concours de grimaces, qui consiste à jouer au président de la République. À la primaire, vous espérez de toute la gauche, c'est-à-dire Parti communiste, même Mélenchon, mais qui ne veut pas y participer. Mais je ne prétends pas. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que je ne prétends pas que dans mon jeu avec mon J majuscule, se concentre tout le génie et toutes les solutions. Et ça, la Ve République, en ce sens, elle est complètement archaïque par rapport aux besoins de la société française. C'est le système qui est archaïque. C'est le système dont les Français ne veulent plus, Benoît Hamon. Les partis. C'est pour ça que les Français ne veulent plus des partis politiques. Ils ne veulent plus des partis, ils ne veulent plus de la manière dont les médias aussi traitent ces questions-là. Ils ne veulent plus d'élite économique qui se préoccupent davantage de leur intérêt particulier que de l'intérêt général. On a effectivement un système qui est en train de s'affaisser. La question qui se pose, c'est le perpétue-t-on ? Moi, je ne le souhaite pas. Et si on le change, par quoi on le change ? Il y a des Français qui aujourd'hui pensent, il y avait un sondage assez inquiétant, 47% d'entre eux pensent qu'il faudrait qu'on puisse avoir un homme fort qui ne se préoccupe ni du vote du Parlement, ni de quoi que ce soit pour agir. L'autorité. Il y a cette solution-là. Une forme de dictature. De dérive totalitaire. Et qui, alors là, pour le coup, concentrerait dans les mains. Il y a une tentation très forte. Et puis il y a ceux qui pensent aujourd'hui qu'il y a tous les ressorts dans la société française en termes de créativité, d'innovation et d'aspiration à la délibération collective. Ceux qui pensent que l'intelligence collective, ça marche. Et ça, n'importe quel Français, quel que soit son vote, le voit. C'est que localement, dans une entreprise, dans un quartier, entre locataires, on arrive à construire des solutions et on arrive à bâtir des solidarités. Si on fait le pari de cette intelligence collective-là, vous verrez que sur des sujets aussi simples, moi j'évoque la question du revenu universel, mais j'évoque aussi la question du partage de ton travail ou l'évolution de nos métiers liés à la révolution numérique. Qui en parle ? Qui dit que demain il y aura plus de caissières, mais que des portails, des débauché ici ou là. Oui, mais Benoît Hamon, votre mouvement Elpis, tout le monde a ri, souri, enfin bon, vous l'avez fait volontairement. Non, mais je vous assure que non. Ça c'est pas volontaire. Non. Pour le coup, je pense pas, je vois pas bien ce que j'aurais à gagner à ça. C'est une divinité grecque, je le rappelle. Enfermée dans la boîte de Pandore. Oui, enfermée au fond de la jarre. Oui. Elle n'en sort pas. Elle symbolise l'attente et l'espoir, mais elle ne sort jamais du fond de la jarre. Mais on peut avoir là encore une vision négative ou positive. Moi, j'essaie d'être optimiste toujours, même quand autour de nous et pour la gauche et pour le pays, mais pour la gauche en particulier, ça n'invite pas forcément à l'optimisme. Moi, je pense qu'il faut renouer avec l'espérance. Pourquoi ? Parce que rien n'indique que la marche du progrès social doivent être interrompue. J'évoquais d'un mot, mais on a aujourd'hui des progrès technologiques considérables. On sait que 40% des emplois pourraient être menacés en France à raison de cette révolution numérique et digitale. Alors, dans les métiers du transport, demain vous serez peut-être livré par un drone. Demain, quand vous serez dans les grandes surfaces, vous passerez sous un portique avec votre caddie, même s'il est rempli, on lira les codes barres, il n'y aura plus personne. Et autour de ces questions-là vont disparaître des métiers, des milliers d'emplois. Et les gens le savent. Qui en parle ? Est-ce qu'une élection présidentielle, c'est pas le moment d'anticiper tout cela ? En tout cas, c'est le moment de se poser la question, est-ce qu'une relation déshumanisée, où tout ce qu'on achète se fait maintenant sans les hommes, uniquement en tapotant ou à travers des écrans, est-ce que c'est bon tout le temps, ou est-ce que dans certains domaines c'est bon et dans d'autres ça ne l'est pas ? Moi je pense que les progrès des technologies, quand c'est dans la médecine prédictive, quand ça aide mais ça va créer des emplois, mais beaucoup moins que ça va en détruire. Et il nous revient aujourd'hui d'anticiper cela et de dire dans quel domaine aujourd'hui il faut pouvoir avoir une stratégie qui, je pense notamment à la transition écologique, qui nous permet d'éviter autre chose. C'est que ce petit décile de croissance qu'on va chercher avec les dents, comme disait Nicolas Sarkozy, ça se fasse au prix d'un coût social, c'est-à-dire les facilités de licenciement, les salaires en moins, et un coût environnemental qui ne soit plus soutenable. Et ça, si on n'en parle pas, ça fait 30 ans qu'on vous dit cap sur la croissance dans la vie politique française. Que dit François Hollande ? Cap sur la croissance. Que dit Nicolas Sarkozy ? Cap sur la croissance. D'ailleurs, ils ont privatisé la campagne. Cap sur la croissance, oui, mais est-ce qu'ils ont ramené la croissance ? Non. Et les sacrifices qu'il faut consentir pour quelques déciles de croissance sont-ils aujourd'hui soutenables et acceptables ? Ces questions-là, elles méritent
à mon sens, d'être posées, et c'est ce que je vais essayer de faire. Vous les posez, oui. D'ailleurs vous défendez l'économie sociale et solidaire, on le sait, entre autres. Le revenu universel aussi, ce sont des axes de votre candidature. Pourquoi le revenu universel ? D'abord, il y a une pauvreté incroyable en France. Elle est aujourd'hui 14% des Français seront en situation de pauvreté. Alors, il y a de très grandes pauvretés davantage. Ça nous met dans une responsabilité immense. Est-ce qu'on considère aujourd'hui que l'abondance économique peut tolérer que près de 15% des Français soient pauvres? Première chose. Il y en a qui disent oui. On va dire, qui considèrent que bon, ben voilà, c'est comme ça, c'est le prix à payer des sociétés occidentales qui seraient des sociétés modernes. Moi, je considère que non. Le revenu universel, c'est quoi? C'est un principe selon lequel tout individu, quel que soit son revenu, et donc du plus riche au plus pauvre, dispose d'un revenu de base à partir duquel il peut évidemment vivre pour ceux qui ne vivraient que de cela, mais qui peut aussi cumuler avec un travail. L'idée du revenu universel, c'est qu'elle couvre une partie des allocations qui existent déjà, donc on va dire de la protection sociale, et elle nous amène à repenser la protection sociale pour que dans la réalité, nos vies soient aussi moins liées au travail. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient travailler. Or, le travail se raréfie, et notamment à cause de la révolution technologique. La question qui se pose, c'est comment le partage-t-on? Et moi, je considère que le revenu universel peut être un moyen de le partager et aussi de reconnaître toutes ces activités qui font du bien à la société, mais ne sont pas valorisées par le marché. Je m'explique. Je passe mon week-end à entraîner une équipe de foot, de jeunes. Oui. Je rends service à la société, aux gamins, aux familles, on fait du sport, etc. Je suis bénévole aujourd'hui. Oui. Mais ça n'est reconnu par personne. Oui. J'ai un travail domestique, j'aide, par exemple, je passe mes vacances, je dis pas Benoît Hamon, mais avec une association caritative qui prend en charge les personnes isolées. Personne ne le reconnaît. Si je peux demain, grâce à un revenu universel, non seulement avoir mon travail, m'y réaliser, y être mieux que certains n'y sont aujourd'hui, mais vivre aussi grâce à ce revenu universel et cumuler les deux, nous aurons une société qui sera une société, à mes yeux, plus bienveillante et plus paisible. Alors, j'accepte que ce soit un objectif de long terme. Et nous n'y arriverons pas en une seule fois. Nous y arriverons en plusieurs étapes. Ça a été expérimenté, c'est expérimenté dans plusieurs pays, aux États-Unis, au Canada dans le passé, dans les pays nordiques. Mais il y a là une voie évidente, tant nous savons que le travail va se raréfier et qu'il va falloir penser différemment. Mais j'ai envie de vous dire, il y a tellement de choses dans lesquelles on pourrait changer complètement notre manière de penser. Moi, je suis favorable, par exemple, parce que la sécurité sociale rembourse l'activité physique. Quand un médecin vous dit, pour éviter une maladie, faites de l'activité physique, on éviterait quoi? Que le coût d'un système de santé qui, parce qu'il se concentre sur le médicament et la guérison, nous coûte beaucoup plus cher que la prévention. Donc prévention. Oui, mais dans tous les domaines d'ailleurs. Oui, mais si demain vous regardez, il y a des entreprises par exemple qui font de ramassage d'ordures qui maintenant expérimentent le fait de faire travailler à quelques échauffements les salariés avant parce qu'ils vont faire des gestes physiques difficiles en plein air, etc. On voit qu'ils y gagnent en bien-être, on évite des arrêts de travail et bref, la société, bah oui, on va mieux dans son corps et en plus ça nous coûte moins cher. Ben, plus généralement, on sait que l'activité physique, ça évite les récidives de maladies graves. Pourquoi ne pas imaginer que demain la sécurité sociale, eh bien, sur la base de la prescription d'un médecin, rembourse une partie de ses activités physiques. Ça nous éviterait d'avoir à dépenser très très cher des fioles de chimiothérapie ou toutes sortes de traitements qui coûtent très très cher, sont utiles, mais je pense que c'est une société plus bienveillante qu'une société qui se concentre sur le curatif. Ben, voilà beaucoup de choses dont on pourrait parler. Et dont vous parlerez. Oui, mais que Nicolas Sarkozy et François Hollande n'adressent rarement. Vous irez au bout? Ah oui. Non, parce qu'on dit toujours, il reste toujours au fond de la jarre. Hein, oui, mais là, c'est un suiveur. Vous l'utiliserez peut-être pas, mais sur la table, il y aura le bulletin de vote Benoît Hamon. Bien, merci. 8h55.